Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire proposé par le CRT Occitanie avec aujourd'hui une invitation à partager une causerie du zinc avec deux agitateurs de destination numérique que la plupart d'entre vous connaissent bien, Pierre Éloi et Ludovic Dublanchet. Euh, Pierre, Ludovic, je croyais que les troquets étaient fermés encore. Vous avez réussi à trouver un zinc? On l'a inventé. Encore mieux, non? Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Il y a un mec qui a dit ça, s'appelle Peter Drucker. Donc je pense que le meilleur moyen d'inventer un bar, c'est de l'inventer. Ouais. J'espère que vous avez tous votre boisson. Santé. Bon, écoutez, je Bonjour vais à tout le chercher monde. mon verre parce que moi, je l'ai oublié. À tout à l'heure. Ça marche, on est parti alors. Je pense que 10h04, on va pouvoir commencer. Allez, bonjour à tout le monde déjà. On vous voit pas, donc ça fait un peu bizarre. On commence à prendre l'habitude maintenant de parler à nos écrans, mais bon, ça fait toujours un petit truc bizarre quand même. On se lance une petite presse, donc l'idée c'est de passer 1 heure ensemble. J'espère que cette fois tout va bien, que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Et puis on va lancer donc. Allez, je lance la presse. Hop. Une petite heure ensemble donc. On se présente rapidement pour ceux qui nous connaissent pas. On travaille donc dans le milieu du tourisme depuis quelques années déjà, et puis ensemble, on a monté une boîte qui s'appelle Agitateur de destination numérique, où on a quelques concepts, quelques idées qu'on pousse régulièrement auprès des destinations. Et puis, oui, on s'est peut-être croisés lors d'une formation, lors de rencontres à Pau, etc. Bon, voilà. Notre petite équipe là qui est basée sur Bordeaux, avec notre troisième co-agitateur François Perrois, c'est la petite bouille que vous voyez en haut à gauche. Et puis nos collaborateurs, développeurs et notre responsable administratif, voilà. Petite boîte qu'on a montée en 2013 et qui parle notamment de conciergerie de destination, de chuchotage de secrets, des petites choses comme ça que vous pourrez découvrir sur notre site si vous avez envie d'en savoir plus. L'idée ce matin, c'est de vous parler de quelques-unes de nos convictions qui ne sont pas nouvelles, qui ne sont pas récentes, mais dont on pense qu'elles sont probablement un petit peu renforcées par le moment qu'on vit. Alors ce matin, on a décidé, comme depuis maintenant près de 10 semaines, de jouer à ni oui ni non, ni Covid, ni crise, ni confinement, ni déconfinement, on peut le rajouter maintenant. Mais en gros, vous allez voir que les blabla qu'on a l'habitude de tenir, normalement, sont un petit peu adaptés à ça malgré tout en ce moment. Et on compte sur vous, hein, si on voit la zone de commentaires, on regarde les commentaires en même temps. Donc si on se fait piéger, on vous laisse nous. Et puis vous pouvez aussi poser vos questions, bien sûr. N'hésitez pas à mettre des questions soit dans la conversation, soit il y a un petit mode spécifique questions-réponses. Enfin voilà, l'un et l'autre, on va essayer de les suivre au fur et à mesure. On vous voit pas, on vous entend pas, mais vous pouvez écrire. Mais on vous dit. Alors le premier truc qu'on a l'habitude de dire, c'est que l'innovation, elle n'est pas seulement digitale, elle est loin d'être digitale. Et c'est vrai que depuis quelques années, on nous a beaucoup parlé de start-up. On vit même dans une start-up nation, même si le mot est un peu moins en vogue en ce moment. Peut-être que l'agilité qui correspond à la start-up nation est pas forcément démontrée. Mais en clair, ça fait quelque temps qu'on se dit qu'on met toujours du digital dans l'innovation et force est de constater que c'est pas forcément là, même si le premier truc qui est sorti là, et notamment sur le fameux plan d'aide au tourisme de 18 milliards d'euros, dont 1,3 milliard financé par la Caisse des dépôts et du Pays France, il viendrait, d'après les quelques articles qui sont sortis cette semaine, sur une plateforme dédiée aux touristes qui vient concurrencer Airbnb et Booking. Bon, quand on voit que c'est un tiers du budget de ce que met Booking juste chaque année pour acheter des Google AdWords, je ne sais pas si on va arriver à les concurrencer et surtout on peut se poser la question, est-ce que c'est bien là-dessus qu'il faut mettre tous les efforts? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire? Bon, il y a sûrement des trucs à faire sur le digital et on est les premiers à essayer d'en démontrer quelques-uns, mais le digital, on le rappelle, ça reste qu'un outil et derrière, les fondations qui sont posées, elles sont les plus importantes et c'est là-dessus qu'on a envie d'insister avec vous aujourd'hui. Alors justement, pour vous embarquer dans notre monde, peut-être que certaines personnes qui sont là connaissent quelques slides aussi.
on voulait juste vous partager cette vision totalement subjective, hein, qui est la nôtre, mais c'est vrai que le contexte du moment nous conforte encore plus à vivre dans ces idées-là. Et le premier élément, c'est ce qui s'est passé depuis allez, environ 1 an et demi. Vous avez plein de destinations, souvent des destinations hyper nature ou avec une culture hyper vieille, hyper ancrée, qui se sont engagées avec la notion en anglais de pledge. Vous avez l'exemple de l'Islande, je vais vous parler juste après de la Nouvelle-Zélande aussi, mais des destinations qui n'ont pas attendu cette période originale là pour engager culpabiliser, mais responsabiliser les voyageurs sur le lieu qu'ils allaient visiter, sur les gens qu'ils allaient rencontrer et la culture qu'ils allaient pouvoir acquérir aussi. Et en fait, on est sur des notions de charte, d'engagement, de pledge en anglais. Alors, ça devient hyper à la mode, mais là aussi, hein, comme tout le reste, on fera la différence entre le greenwashing et la vraie conviction. C'est de voir sur le terrain comment ces gens peuvent s'engager. Et si vous êtes en Nouvelle-Zélande, quand vous arrivez à l'aéroport en Nouvelle-Zélande, c'est simple, vous avez ce type de recommandation, c'est juste un élément dans le projet Tiaki. Alors vous aurez cette présentation et vous aurez les liens qui sont dedans. Et vous avez ici des éléments simples, mais qui demandent aux gens de faire gaffe, en fait, de faire gaffe aux gens, de faire gaffe à la nature, de faire gaffe aussi quand tu conduis à gauche en Nouvelle-Zélande. Et si vous partez un peu plus dans l'océan Pacifique, on est en Micronésie, là, avec Palau, qui est la capitale de la Micronésie. Et pour nous, c'est un des plus chouettes exemples d'engagement locaux. Et je pense que les destinations, et j'allais dire les offices de tourisme, mais pas que, doivent encore plus s'engager là-dedans et profiter de ce contexte actuel pour ça. C'est ici une charte d'engagement éco-responsable qui a été rédigée par des enfants et les enfants des écoles ont co-construit cette charte. Et quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez un tampon dans votre passeport, vous le voyez à droite, et vous devez vous engager et signer cette charte. Et c'est pas juste une charte, c'est pas une action de com. Cette action de com, elle va vachement plus loin. C'est que si vous ramassez des éléments de la nature, si vous mettez un papier par terre, par exemple, si vous jetez un papier par terre, c'est $1 500 d'amende. Donc, ça fait réfléchir sans problème les gens et pas que les touristes. C'est ça qui est important aussi dans cette démarche, c'est que on est tous éco-responsables quelque part et que ça marche autant pour les locaux que pour les voyageurs qui sont là. Alors, l'éco-responsabilité, c'est vraiment un thème aussi très à la mode depuis maintenant quelques années. Et puis, on voit bien que nos voyageurs, ils sont de plus en plus sensibles. C'est souvent des déclarations d'intention dans plein de sondages. Un récent qui était sorti, 37% de nos clientèles qui sont de plus en plus sensibles, 27% qui déclarent qu'ils vont rechercher en priorité un hébergement éco-responsable. Il Et est on fort était en probable. février, voilà. Ouais. Et il est fort probable que les dernières semaines fassent que cette donne soit un petit peu accélérée encore par rapport à ce qu'on voit et à l'évolution qu'il y avait déjà depuis 2 ans. Et de plus en plus d'acteurs, certains le font depuis déjà quelques temps, mais on voit des agences de voyage qui ont un discours très incisif, alors qu'elles sont souvent montrées du doigt justement pour la production carbone que le tourisme nécessite en termes de déplacement. C'est quand même le premier poste, l'hébergement, c'est le second poste. Et donc, de plus en plus, essayent de s'engager, alors soit pour justement décarboner leur voyage, faire en sorte d'utiliser des déplacements doux, faire en sorte de compenser. Et on voit notamment Jean-François Rial, un voyageur du monde, qui a un engagement depuis très longtemps sur le sujet et qu'on entend beaucoup ces derniers jours. Et c'est le cas aussi de plus en plus des destinations. L'exemple le plus abouti, probablement, en tout cas sur l'Europe, qu'on a pu voir dans ces derniers temps, c'est l'exemple d'Helsinki, où vous voyez que sur le menu principal, une des 6 rubriques, c'est sur le sustainable. Et derrière, on a toute une page où on va vous lister l'ensemble des prestations qui respectent justement l'éco-responsabilité, que ce soit les restaurants, que ce soit les activités, que ce soit des événements. Bref, il y a un vrai filtre qui a été mis en place sur cette destination pour vous dire, nous, on essaye de faire en sorte, dans notre collectivité, d'être éco-responsable. On attend de vous, voyageurs, que vous le soyez. Et si c'est vraiment important pour vous, on a mis en place un filtre qui vous permet de ne choisir que des prestations qui respectent certaines attentes que nous, on a mis en place. Donc, ce n'est pas une labellisation, ce n'est pas une charte, ce n'est pas un truc, mais c'est des engagements forts qui ont été validés par un collectif
et qui font que ces prestations-là sont mises en avant dans cet espace qui est vraiment, vraiment très fortement poussé sur le site internet d'Helsinki. Alors justement, pour rester dans la même lignée, parmi ces convictions qu'on souhaite pousser, nous, en local, il y a vraiment cette notion de partageur d'énergie. Et partageur d'énergie, on a vu dans les dernières semaines plein d'initiatives poussées de partout et c'est génial. Il y en a qui existent depuis un petit moment, par exemple le 1% for the Planet, où une entreprise peut dédier 1% de son revenu, s'il le souhaite, à des actions éco-responsables. Ça peut marcher pour la nature, pour planter des arbres, sauver des animaux. Ça peut marcher aussi pour un aspect plus social. Ici, vous avez le pledge 1%. Vous voyez que le champ lexical tourne toujours autour des mêmes mots. Ici, c'est le big boss de Salesforce, qui est la plus grosse société de gestion de la relation client, qui est basée à San Francisco, qui a inventé ça et qui demande à tous ses collaborateurs d'engager 1% de leur temps. Salesforce engage 1% de son chiffre d'affaires sur des actions motivant les collaborateurs, totalement en dehors du périmètre de l'entreprise. Et là, il y a une notion pour nous qui est hyper importante et on espère qu'elle va pouvoir se développer, c'est la notion de mécénat de compétences. C'est de dire, vous êtes compétent dans ça, eh bien moi, je vous mets X heures ou X jours à disposition. Et je pense que beaucoup de structures là qui nous regardent pourraient réfléchir à ça pour leurs prestataires, parce que vous le faites déjà pour beaucoup, mais je pense qu'il y a à aller encore plus loin. Alors ça, c'est les États-Unis, c'est chouette, mais il y a des choses qui existent en France et qui sont très chouettes aussi. Il y en a plein. On a pris juste un exemple là. C'est Lilo, qui est un moteur de recherche responsable où les publicités que vous achetez sur les AdWords, que vous achetez sur Lilo, servent à 50% pour, et le chiffre est assez impressionnant, pour accompagner des assos européennes. Il y a toute une liste derrière qui est vraiment impressionnante. Vous voyez qu'on atteint les 3 millions d'euros collectés en 3-4 ans, quoi. Donc, ça marche pour vrai. Et sur une petite boîte, mais qui met, c'est pas 50% de ses revenus, c'est 50% de son chiffre d'affaires. Alors, si on redescend encore un petit peu plus proche du terrain, aujourd'hui, on voit apparaître des projets solidaires, locaux, parce que compenser en plantant des arbres au Pérou, c'est bien pour le CO2 de toute la planète. Mais il y a des gens qui se sont dit, moi, quand je compense, j'aimerais bien que ça se voit sur le territoire où moi, en tant que prestataire, je vis, et puis où moi, en tant que voyageur, je vais passer un séjour, des vacances, et même si je ne reviens pas. Et il y a de plus en plus de plateformes donc, qui vont mettre en avant, sur la base de ce qu'on appelle assez classiquement du crowdfunding, des projets locaux qui ne sont pas forcément des trucs qui peuvent paraître extraordinaires, mais qui font vivre une économie locale, et notamment dans le monde rural. On voit ici l'exemple d'un plancher pour le moulin de la Vessière. En quelques semaines, il a réussi à lever 7 500 € auprès de 69 contributeurs, des gens qui vivent sur le territoire, des gens qui viennent en vacances, des résidents secondaires, et qui permettent de mener des micro-projets comme cela. Donc ça, c'est peut-être aussi un nouvel enjeu. On a beaucoup parlé avant ces dernières semaines du tourisme de masse qui venait défigurer certains territoires, certaines grandes villes. Aujourd'hui, on parle plutôt de touristes et de voyageurs qui, ensemble, peuvent contribuer à améliorer justement la vie sur un territoire, que ce soit le cadre de vie, le cadre de séjour, de loisirs, les trois sont concernés. Là, parce que vous êtes engagé, Ludo, je crois que la région Occitanie, et on l'a vu dans la presse récente, est engagée sur ces réflexions de crowdfunding. On imagine vraiment cette solution aussi en hyper local, et pas de concurrence entre le régional et le local là-dessus, mais de changer la façon de supporter les initiatives locales. Et on imagine bien que les promoteurs locaux ou hyper locaux, comme les offices de tourisme, peuvent avoir un nouveau rôle demain. Et je pense qu'il y a un super prétexte en ce moment pour aller dessus, quoi. On se dit souvent avec Ludovic et François de voir peut-être qu'il y a juste une sémantique à revoir, mais la taxe de séjour, si elle pouvait être demain valorisée comme une taxe, et surtout pas une taxe, mais un soutien du développement local, je pense qu'il y a des choses à revoir et qui sont sans doute vraiment jouables facilement. Ouais, c'est un peu dans cet ordre d'idée que le CRT Auvergne-Rhône-Alpes, en octobre dernier, en 2019, a
lancé toute une nouvelle stratégie sur un tourisme bienveillant. Et un de ses axes principaux, c'est notamment un fonds de dotation avec une stratégie de mécénat, tout ça pour soutenir justement des politiques RSE, des entreprises qui s'engagent dans l'éco-responsabilité, bref, des prestataires qui vont aller dans le sens justement d'un tourisme qui soit un petit peu plus éco-responsable, un petit peu plus respectueux de la nature, des hommes qui travaillent dans ce milieu aussi, et donc un soutien public qui est orienté vis-à-vis d'entreprises qui suivent ces directives-là. Alors, vous attendiez peut-être pas à une conférence Nicolas Hulot et Ludo Hulot, mais c'est vrai que voilà, ça fait longtemps qu'on est engagé là-dessus et on profite vraiment de cette période pour enfoncer le clou, quoi. Et dans le champ lexical qu'on aime déployer en local, il y a aussi cette notion de circuit court local et, de partager souvent avec des offices de tourisme, mais pas que, cette notion de valorisation locale et de s'éloigner au maximum de la planète Airbnb, Ikea, mug à la noix. Alors cette planète, vous la connaissez sans doute tous. On n'a rien contre ça. On n'est surtout pas là pour dire le méchant Airbnb ou le méchant Ikea. Enfin, voilà, ils sont là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, la promesse de départ d'Airbnb, c'était ne visitez pas, vivez ici. Et puis rencontrer. Le problème, c'est que de plus en plus, et c'est comme ça, c'est un fait, c'est pas grave. Hein, des fois, moi, ça me va très bien en tant que professionnel de débarquer devant une lockbox parce que j'arrive à 23h30 avec un train. Ça, c'était dans la vie d'avant. Mais c'est vrai que la promesse de l'humain chez Airbnb vole un peu en éclats. Un autre élément qui est intéressant, c'est de voir, moi, mes gamins ont la chance de pas mal se balader. Et quand vous avez un gamin de 10 ans qui, après 3 voyages différents dans la même année, dans un gîte, dans un Airbnb, dans un locatif, retourne le verre. Et vous savez, le fameux verre, je suis sûr que tout le monde l'a, là, le fameux verre de 3,99 € là, on va le retrouver à Venise, dans le Gers et à New York. Il y a un petit problème en fait. Et de voir qu'un gamin de 10 ans qui retourne le verre et vous fait cette remarque en disant c'est bizarre, en fait, c'est le même verre Ikea partout, nous, ça nous interpelle. Et puis l'autre élément, c'est le mug à la noix. Alors on dit à la noix quand on est poli et qu'on voit pas les gens. Quand on connaît les gens, on est plus direct. Peut-être qu'il y en a qui sont concernés, c'est pas grave. Hein. Oui, vous allez nous dire peut-être dans les commentaires, ça se vend. Bah ouais, ça se vend comme les marmottes à Carcassonne, peut-être, j'en sais rien. Moi, ça m'a toujours choqué. Hein. J'ai fait mes études à Foix, hein. Je suis un petit peu de chez vous là. Et ça m'a toujours choqué d'entendre des marmottes quand je marchais dans les ruelles de Carcassonne. Pourquoi? Parce qu'une marmotte, ça se vend, parce que le gamin, il adore ça, alors que j'ai jamais vu une marmotte à Carcassonne. Le mug, c'est un peu la même idée. L'idée n'est pas de dire ne faites pas de mug dans les boutiques, mais faites des mugs et faites des boules à neige qui ont du sens, quoi. Et pour nous, ça a beaucoup plus de sens de voir un mug qui est à Fort-Mahon et avec la marque Fort-Mahon, l'identité Fort-Mahon. Il est super sympa et vous ne l'aurez que là-haut. De voir autour de Lens, sur le bassin minier, de voir une boule à neige qui a retrouvé un sens et une fierté excellente. De voir que c'est un terril en fait et que ça a vachement plus de sens que la boule qui a été fabriquée je sais pas où. Je sais pas où elle a été fabriquée celle-là. Voilà. Mais plus c'est fait proche, mieux ça nous va, quoi. Pour avoir discuté quand même avec ceux qui gèrent le projet autour du Louvre-Lens, ils sourcent justement des producteurs qui sont sur place et celle-là, elle n'est pas made in China. Parce que sinon, effectivement, le discours là, il colle plus du tout. Voilà. On prend un petit exemple d'un hôtel, d'une petite chaîne d'hôtels que vous connaissez peut-être, mais pas sûr, parce qu'il n'y en a pas des masses pour l'instant. Hein. Mais en tout cas, qui sont partis sur un concept qui est hyper fort et qu'on voit dès la page d'accueil. Hein, vous voyez déjà le grand visuel. C'est pas la belle chambre et le bel hôtel comme on a l'habitude de le voir. Et vous voyez que les chambres, c'est même pas la première rubrique. Hein. On vous parle des happenings. Vous avez une rubrique Mob Cares. Bon, alors le tout est un peu anglophonisé, hein, mais on va voir derrière qu'il y a quand même beaucoup de locales. On s'adresse à une clientèle qui est plus je parle anglais et je suis derrière mon desktop à mon bureau. On va faire un meeting. Voilà, on va faire un meeting. Mais cet hôtel-là est parti donc à fond sur les notions qu'on vient notamment d'évoquer. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de plastique dans l'hôtel, on a des ruches sur le toit, on cultive nos propres légumes, nos propres fruits qu'on met au petit-déj et au déjeuner.
Hein, vous voyez le miel là, du restaurant. On fabrique nos propres produits d'entretien. Alors encore une fois, hein, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis, notamment les gîtes, les chambres d'hôtes principalement sont les premiers parce que ils vivent sur place. Dans les hôtels, c'est un peu plus rare. On voit que ça se développe de plus en plus et que clairement, il y a une clientèle qui est plus seulement une clientèle de niche. Il y avait une niche qui vraiment cherchait à voyager comme ça. Il y a maintenant une attente qui est beaucoup plus forte de la part d'une clientèle étendue sur ces sujets-là et qui a envie et qui a pris l'habitude là, pendant 10-12 semaines de consommer local et qui aimerait bien retrouver ça quand ils vont sur place quelque part maintenant dans une destination, que ce soit à 50 bornes ou à 10 000 peut-être dans quelques temps. Et un autre élément important avec Mobotel, c'est le lien avec le local, justement. C'est un hôtel vraiment de nouvelle génération, dans le sens, nouvelle, hyper vieille génération. Un hôtel est un lieu de vie. Un hôtel n'est pas un lieu où on dort. Et ça, les hôteliers, je pense, l'avaient beaucoup oublié. Et c'est de voir comment on exploite les lieux communs. Et ici, vous voyez que cet hôtel est en même temps un lieu de réception pour La Ruche qui dit oui, pour une AMAP. Ils ont des partenariats avec Biocop. Et c'est un lieu, pour y avoir vécu, hein, c'est vraiment un lieu de vie. Et vous voyez la façon aussi, regardez le fond et la forme. C'est vrai que la forme, elle est vraiment géniale de voir de la grande photo et un petit texte, ça parle à tout le monde. Et puis, je pense que ça met en confiance les gens. Et ça, la confiance est un élément hyper important depuis toujours, mais encore plus aujourd'hui. On parle beaucoup de réassurance et tout ça en ce moment. De tout simplement, qu'on soit un acteur privé ou qu'on soit un conseiller en séjour, je pense que la confiance est un élément à valoriser et qu'on a encore un beau, gros boulot à faire, de l'audace peut-être à avoir sur vos supports. Et c'est vrai que les hôteliers, on en a beaucoup quand même qui ont senti la petite piqûre Airbnb passer, où ils ont compris que leur clientèle cherchait plus seulement à avoir une chambre et une salle de bain, mais aussi des lieux de vie, des lieux où se poser, des lieux où consommer sans se faire matraquer, parce que si on prend un café, c'est 3,20 €. Et de plus en plus de petites chaînes, Mobotel, vous avez peut-être entendu parler aussi d'Oco Hotel, et puis Clémence nous mentionne Mama Shelter aussi un là, des dans les premiers, commentaires. vous allez le dire, qui était Mama Shelter, qui a été le premier à démontrer en fait qu'un hôtel pouvait faire plus de chiffre d'affaires sur son bar-restaurant que sur ses chambres et qui pouvait être le lieu où se retrouvaient justement des habitants et des voyageurs. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait plus. Et c'est pas pour rien qu'Accor a acheté Mama Shelter parce que dans les restaurants Accor, on vous demande d'abord votre numéro de chambre, comme si c'était interdit d'y aller si on n'y a pas de chambre. Alors que dans un Mama Shelter, effectivement, on ne vous demande pas si vous avez une chambre et les deux sont d'ailleurs complètement dissociés. Et il y a généralement beaucoup plus de gens qui habitent le quartier que de voyageurs au final. Côté des voyageurs, on a nos locaux. Et là, c'est un petit moment, pas scoop du tout, hein, mais qui enfonce le clou, je pense. Et peut-être un peu provoque aussi, mais de voir que le tourisme d'aujourd'hui est un tourisme qui est fait de beaucoup d'amateurs. On parlait des propriétaires, pourquoi pas Airbnb, Gîtes de France, hein, voilà, qui ne sont pas forcément des pros du tourisme à temps plein. Aussi, vous allez voir un peu plus loin, mais des changeurs de maison qui ne sont pas du tout des pros du tourisme, mais qui sont pour nous des super professionnels du tourisme local. En fait, on est dans un monde où on va souvent faire plus confiance à un amateur local totalement subjectif qu'à un professionnel dont c'est le métier. Pourquoi? Parce qu'on va se méfier du professionnel, de la commission, du conseil qui serait non pas éclairé, mais peut-être dirigé. Et il y a une perte de confiance. Et c'est pour ça qu'on veut juste en remettre une couche là-dessus, parce que oui, le tourisme est local, il doit l'être encore plus. Et on a vu des grandes destinations qui ont fait ce virage. Enfin, c'est pas anodin quoi, de voir des villes comme Copenhague, qui maintenant, ça fait 2 ans, qui sont engagées à fond là-dedans, ont fait ce virage énorme de pouvoir d'abord parler à leurs locaux. Et si on parle aux locaux, si les gens sont fiers d'être d'ici, s'ils sont contents de vivre ici et de profiter des infrastructures, ça va être hyper simple de faire venir des gens dans un endroit où les gens se sentent bien en fait. Il y a un virage de communication à Copenhague qui était intéressant où l'idée était de dire OK, tout le monde va prendre sa photo à la queue leu devant la petite sirène. Mais en fait, les gens ne viennent pas pour ça. Les gens viennent pour découvrir notre culture, la façon dont on vit, ce qu'on mange, notre bien vivre en fait. Et ce qui est important pour ça, c'est les gens. C'est pas les tours Eiffel entre guillemets. On n'a pas un super patrimoine, etc. Donc on va tout parier sur les gens. On va effacer notre logo et on va parler avant tout de notre culture. Et ça correspond à plein de produits qu'on a vu naître beaucoup aux États-Unis parce qu'il
ils savent bien le marketer et qu'ils sentent arriver certaines tendances peut-être avant nous en Europe, mais des produits comme ici, Like Local et des plateformes de ce style-là, il y en a eu tout un paquet, hein, avec la promesse qui était vous allez éviter les pièges à touristes. Et ce virage en fait qu'il y a eu il y a déjà quelques années, où se retrouver dans le même restaurant que les gens avec exactement le même guide, Lonely Planet, Guide du Routard ou autre, bah, c'est de moins en moins ce qui nous intéresse. On a de plus en plus envie plutôt de se retrouver dans le restaurant où vont les gens qui habitent le quartier pour davantage découvrir la culture du quartier et éviter, entre guillemets, de se faire attraper parce qu'on est des touristes. Ça ne remet pas en cause, hein, évidemment, des lignes éditoriales de guides qui fournissent encore beaucoup de services, mais ça remet en cause peut-être la façon dont nous, localement, on peut pousser justement certaines offres. Et ça, c'est un autre exemple hein, qu'évoquait Pierre tout à l'heure, l'explosion, là, en 1 an et demi, 2 ans, de l'échange de maisons, alors qui est dû aussi à la concentration des gros acteurs sur le sujet. Et Cocorico, pour une fois, c'est le français Troc Maison qui a racheté Home Exchange et Guest to Guest, hein, l'américain. Bon, ils ont gardé la marque Home Exchange hein, parce que ça parle mieux, évidemment, dans le monde entier. Mais vous voyez bien la promesse, hein, Live Like a Local, Stay for Free, Travel Anywhere. Et c'est vrai que cette offre-là a vraiment explosé en l'espace d'un an, et notamment de la part de gens qui étaient consommateurs d'Airbnb et qui ont été un petit peu déboussolés par justement le virage qu'a pris la plateforme, qui devient un canal de distribution, y compris pour leurs professionnels, et qui recherchaient plus à être accueillis vraiment par des locaux, et des locaux qui se défoncent pour fournir des petits guides. Pierre et moi, on est consommateurs, utilisateurs de ce type de plateforme, on l'a fait à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un accueil hyper personnalisé, avec des petits guides. Et vous voyez là les conseils hein, que donne la plateforme pour construire ces petits guides. Stay away from the stuff in the toolbox. Donc clairement, voilà, ce que les gens recherchent quand ils viennent chez vous, bah, c'est vos conseils d'habitants. Où est-ce que vous allez manger, où est-ce que vous allez faire vos courses, où est-ce qu'on peut aller sortir en terrasse, trouver un truc sympa. C'est les choses qui vont nous intéresser quand on passe 2, 3 semaines à un endroit. Et on sent bien que là, c'est des tendances qui vont être de plus en plus fortes par rapport au voyage. Des gens qui vont davantage prendre leur temps, qui vont vouloir vivre dans une destination. Encore une fois, c'était très très fort et ça va probablement se renforcer. Et on a probablement un rôle à jouer en tant que prestataires locaux et gestionnaires de destination pour justement faire le tri pour ces gens-là qui recherchent cette expérience-là. C'est vraiment des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer hein, sur un périmètre local ou même au-dessus. Ces gens, enfin moi je me souviens de l'époque où Airbnb est arrivé et que on travaillait avec des destinations et on découvrait ensemble avec des destinations des hébergements Airbnb sur leur périmètre. C'est bizarre, mais on n'en est même pas là encore avec ces plateformes, alors que ils font des pubs en ce moment sur Facebook où ils prennent région par région. Par exemple, au Pays de la Loire, vous avez plus de 13 000 hébergements en échange de maisons. 13 000 personnes qui sont sans doute des amoureux de leur destination et qui vont vous faire des super carnets de secrets. Et ces gens-là, on les connaît pas du tout en fait. Donc il y a sans doute un champ à exploiter. Et pour répondre à Joël, bon, ravi de voir que la Haute-Marne est en Occitanie depuis longtemps. Mais ouais, Joël, oui, oui, on se répète sans doute beaucoup. À aucun moment vous allez nous entendre parler d'ambassadeurs parce que pour nous, les ambassadeurs, c'est des gens qu'on voit jamais. Un ambassadeur, c'est au Quai d'Orsay et ces gens-là, on les voit pas. Nous, on parle beaucoup plus de gens qui vivent là, qui sont super fiers d'être ici. Et notre job, c'est plus de créer des moments, des prétextes pour les rassembler, pour, pour profiter d'eux et de leur motivation à partager leurs bons plans. Et oui, oui, c'est vrai que notre métier, c'est souvent de se répéter. Moi, ça fait 15 ans que je me répète. Visiblement, j'en ai encore pour 15 ans et je croise les doigts. Mais oui, oui, oui. Désolé, hein, on se répète. Mais il y a sans doute encore beaucoup à faire. Voilà. Hop. Alors non, je ne vais pas aller dessus. Je vais revenir là. Du coup, bah ouais, là aussi, pas de scoop, mais si on se répète, c'est que pour nous, on est convaincus qu'on va pas assez loin et qu'on n'ose pas. C'est la notion de l'humain, quoi. Cet humain qui, et je pense que là, on va prendre un coup de boost encore là-dessus. Cet humain qui est plus fort pour moi que les paysages. Quand on revient de vacances et que on fait une popote avec ses potes et que on demande à ses potes justement, alors c'était bien tes vacances? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand souvent en moins de 2 minutes, au début on parle des paysages, ah c'était superbe et patati et patata, et puis en quelques minutes on va basculer sur des gens, des rencontres. Et, et
je voudrais juste que tout le monde soit conscient de l'importance de cet humain. Vous n'avez pas besoin d'être roux pour ça. Ça, c'est le Front de libération des roux dont je fais partie qui m'oblige à mettre 2-3 slides en permanence là-dessus. Et accessoirement, je vais vous expliquer pourquoi je mets cette photo. Ici, on est à Cork, on est en Irlande. Et c'est juste pour vous faire comprendre qu'une destination, elle commence avec des gens et pas forcément avec des paysages. Ça, c'était des photos perso. Vous arrivez à l'aéroport de Cork et vous êtes dans la salle de récupération des bagages. Et voilà ce que vous voyez. En fait, c'est une campagne de communication sur les roux irlandais, mais en fait, ça a été un premier moment de vacances. Moi, je me souviens avec les gamins, ils étaient morts de rire parce qu'ils regardaient celui qui me ressemblait le plus pour voir s'il avait un frère irlandais. Moi, j'étais chez moi là-haut. Et ce qu'on se dit, c'est que franchement, on a encore de la marge pour mettre ce genre de tapisserie dans tous les lieux d'accueil locaux. On dit souvent ça aux offices de tourisme, hein, mais si vous pouviez avoir un mur avec les gens que j'aurais la chance de rencontrer, pas forcément que des professionnels, hein, on touche à cette fierté locale, cette attractivité territoriale et au développement touristique. Alors, c'est pas un truc nouveau, hein. Il y en a plein qui l'ont fait et dans d'autres secteurs. On pense à la grande distribution avec Leclerc et ses grands portraits locaux des producteurs qu'on voit partout. Là, on vous a mis l'exemple de Michel Augustin qui, depuis longtemps, exploite justement, enfin, quand je dis exploite, euh, son Dans le bon sens du personnel terme. pour les mettre en valeur, pour les mettre en avant et avec aussi un champ lexical qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans la communication. Ça papote, ça pâtisse, le welcome apéro. Et donc, voilà, on vous met dans une ambiance qui est conviviale, qui est sympa, qui correspond au produit qui est vendu. Hein, mais vous voyez le menu du haut, hein, notre incroyable boutique, nos pépites du moment, nos actus torrides. On a tendance à penser que dans le tourisme, qui est quand même un milieu dans lequel un secteur, les gens font du tourisme, prennent des vacances pour essayer de sortir la tête du boulot, d'être dans un moment fun, on a tendance à pas être très très fun. Et l'exemple de Michel et Augustin, dans un milieu, ils vendent de l'alimentaire, hein, de la grande distribution, ils ont vraiment justement mis un coup de pied à la fourmilière en montrant qu'on pouvait être très très fun, très très sympa. Alors s'adresser à une clientèle qui est peut-être un peu typée, hein, le bobo, un peu jeune, etc., mais que ça marche. Et qu'on peut vendre un produit 2 fois plus cher si on met une promesse client derrière et si on montre aussi que les gens sont heureux dans ce milieu-là. C'est pas toujours le cas derrière, hein, et la plupart des jeunes qui bossent, ils font leurs armes pendant 3-4 ans avant de partir ailleurs parce que c'est épuisant et qu'on leur demande beaucoup. Mais vu du client, ça marche très très bien. Autre élément, un peu pas à l'opposé, hein, mais pour des destinations qui n'ont pas de tour Eiffel, et c'est un exemple voilà, qui est récurrent, qu'on prend et qu'on valorise depuis plus de 3 ans, je crois. Donc oui, on se répète encore. Mais Béthune Brûlée, un petit clin d'œil à cet office de tourisme, hein, qui est hyper punchy et qui n'a pas de tour Eiffel. Enfin voilà, à Béthune, il n'y a pas de tour Eiffel. Il y a un beffroi qui est super beau et puis il y a plein de gens. Et ce qu'on aime dans cette démarche, c'est de voir que, vous voyez, dans le menu principal là-haut, alors il y a expérience comme beaucoup. On pourrait discuter de ça, on aurait le temps après. Mais le deuxième bouton est pour nous un des plus importants, c'est l'humain qui est mis au même niveau. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure où les paysages sont aussi importants, enfin, pardon, les visages sont aussi importants que les paysages. Ici, le deuxième bouton, ce sont les gens. Et les gens, oui, ce sont des ambassadeurs, mais en jouant sur un jeu de mots qui est chouette, avec Béthune Bruet, ce sont des ambassadeurs 2B. Et ces ambassadeurs, ce sont des gens que vous allez avoir la chance de rencontrer, ils sont une vingtaine. Florence peut-être pourra nous confirmer ça à Béthune, mais ils sont une vingtaine à répondre à une petite charte d'engagement. Et moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer et c'est juste génial parce que c'est pas juste une action de com, c'est des vrais gens. Ici, vous avez Alexandre, et Alexandre, ce qu'il vous dit dans la présentation, c'est que lui, c'est simple, hein, ce qu'il fait dans son restaurant, c'est les recettes de sa grand-mère. Et c'est celle qu'il aimait bien. Donc, juste avec des phrases comme ça, tu as envie d'y aller parce que c'est vrai. Et vous pourrez voir, si vous allez sur ce site internet, dans ces ambassadeurs, qu'il y a aussi des gens qui sont hors périmètre touristique traditionnel, comme un boucher. Christian le Boucher, qui est pour moi le ministre interplanétaire de la bienveillance. Ce mec est juste génial et un boucher devient une vraie attraction au sens attiré local. Et ce qui est intéressant voilà. dans toute leur démarche aussi, c'est qu'on est toujours d'accord pour dire que le contenu, c'est important, pas de stratégie sans contenu, etc. Sauf que généralement, il y a très peu de budget mis là-dessus. Ici, dans un petit office avec des moyens qui sont somme toute relativement limités, hein, et comme certains d'entre vous doivent les connaître,
On a mis un vrai budget pour, sur chacun de ces portraits, réaliser des photos, des vidéos qui sont super bien faites, super bien montées, du texte, de l'éditorial. Enfin, il y a vraiment toute la galerie du média qui est exploitée et pour faire des pages qui sont juste d'un super niveau. C'est une vraie ligne budgétaire qui a été consacrée et qui est réalimentée chaque année, évidemment, pour le mettre à jour. Pensez à mettre du budget sur vos contenus et votre production de contenu, et notamment sur des portraits de gens. Certains d'entre vous l'ont fait. Moi, j'ai le souvenir notamment du CDT du Tarn qu'il avait fait à une époque, il y a quelques années, mais avec une rubrique qui était en sous-rubrique et qui était finalement assez peu visible. Là, on le met vraiment très en avant. Et je crois que plus en plus, mettre en avant la culture, les accents, les tronches et les gueules d'une destination, c'est peut-être finalement ce qui va pouvoir faire venir des gens aussi. Et les rendre fiers. Autre élément qu'on observe, et enfin, on ne fait pas qu'observer, mais c'est repenser des métiers. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont repensés dans les dernières semaines, hein, qui sont peut-être découverts aussi. Il y a peut-être des gens qui ont eu le temps de réfléchir à ce qu'ils voulaient vraiment faire de leur vie aussi. Et ça, je trouve ça chouette. Dans les métiers du tourisme et de la promotion touristique, on voit bien aussi qu'on peut repenser nos métiers. Avant de faire un focus là-dessus, on voulait faire une petite mise en avant de ce qui s'est passé dans les dernières semaines et qui prouve bien qu'on a le droit et qu'on doit être agile et audacieux. Alors, audacieux, c'est pas forcément délirant, hein, mais c'est être réactif. Juste quelques exemples comme ça. Ici, Chiloé, alors là aussi, hein, ça fait partie de ces gens qui en ce moment ne doivent pas s'ennuyer. Chiloé, ils font des micro-aventures. Autant vous dire qu'en ce moment, le mot micro-aventure, c'est devenu un peu un mot schtroumpf, et tant mieux. Et eux, ça fait un moment qu'ils sont dedans. Et la façon dont ils ont de le valoriser est vraiment chouette. Je vous invite vraiment à les regarder. Et puis, je voudrais juste attirer votre œil sur un tout petit truc. C'est qu'on a fait cette capture il y a 3 semaines. Voilà, pour une petite causerie comme ça. Et vous voyez, ici, on avait proche de Paris. Et puis, est arrivé la semaine dernière, visiblement, un truc qui permet de bouger à 100 km autour de chez nous. Eh bien, on a changé, alors quand je dis on, hein, c'est eux, hein, on a changé cette entrée principale qui est devenue le bouton numéro 1 à moins de 100 km de Paris, parce que leur cible est clairement parisienne. Et on a vu aussi, et tant mieux, c'est chouette, hein, beaucoup de promoteurs de destination, beaucoup d'offices ou de CDT ou de CRT qui ont embarqué là-dedans. Mais si on pouvait garder ce réflexe, ça serait vraiment chouette. Ouais, je veux Et passer. puis, ils ont juste une com qui est hyper péchue. Franchement, Ouais. abonnez-vous à leur newsletter parce que vous verrez chaque semaine la newsletter qui arrive. Elle est drôle, elle est fun. Elle est, enfin, pour nous, une vraie illustration de ce que peut être un site touristique qui doit faire sourire et donner envie. Alors évidemment, hein, ils ont encore une fois, eux, une cible très privilégiée du bobo parisien. Ils ont les codes pour leur parler, mais on peut l'adapter aux différentes clientèles qu'on peut avoir et en tout cas être un petit peu fun. Et merci Mickaël pour. Enfin, je vous laisse aussi regarder la zone de conversation du Zoom où Mickaël sur le Grand Narbonne, si c'est toujours là-bas, Mickaël, nous partage quelques éléments sur l'importance du circuit court et la curiosité des gens de plus en plus forte là-dessus. Ça nous conforte dans ton retour là. Alors, il y en a un qui a su évoluer aussi très rapidement. C'est un office avec lequel on travaille, hein, donc c'est pour ça qu'on nous avait tenu un petit peu au courant des évolutions. Je crois qu'au bout de 2-3 semaines, hein, ils ont mis en place une nouvelle page d'accueil. Alors c'est vrai qu'un outil qui va être souple va permettre plus facilement ça, mais encore faut-il produire du contenu derrière. Et vous avez vu, même quand on recherche sur Google, ils ont changé les balises du petit code et du petit texte dans le référencement. Quand on faisait une recherche tourisme Montréal, on tombait là-dessus dans Google. On reste sagement à la maison, mais on continue à mijoter tout plein d'idées, créativité montréalaise, etc., etc. Et leur page d'accueil, elle a été transformée avec 3 grandes entrées. Alors déjà, Montréal à la maison, et puis quoi faire à la maison à Montréal, plein de suggestions. Les commandes à emporter et les livraisons à Montréal. Et puis ensuite, une troisième qui nous plaît beaucoup parce qu'on pousse toujours beaucoup là-dessus. Montréal dans vos oreilles, avec plein de playlists musicales sur Deezer, sur Spotify, pour écouter chez soi et pour penser à Montréal. C'est intéressant parce que, encore une fois, hein, beaucoup s'y sont mis, mais il y a eu d'abord la rapidité à pouvoir le faire. Il y a eu la priorité à se dire, ouais, voilà les éléments qui vont intéresser peut-être nos clientèles et ce sur quoi il faut qu'on leur parle.
comment divertir les enfants, comment prendre de soi, tout ce qu'on peut faire à la maison. Et puis surtout, hein, cette histoire de commander de livraison de repas, alors surtout dans un public nord-américain qui n'a pas beaucoup l'habitude de cuisiner, qui a plutôt l'habitude de commander. Là, c'était vraiment une grosse priorité pour eux. Et puis Et ce donc, discours hyper positif aussi, hein. Enfin, c'est vrai ouais, que, enfin, tu l'as dit Ludo, hein, mais on a vu ce qui nous a interpellé dans cet exemple, même si maintenant il paraît vieux parce que la période n'est plus la même, mais ce qu'on doit retenir de ça, c'est on est des pros du tourisme. Je crois que la planète entière savait qu'il y avait un virus. Mais quand vous regardiez beaucoup de pages d'institutionnels, on avait des encarts mais anxiogènes qui nous le rappelaient. Alors que oui, c'est important de le préciser. Il y a des réglementations, on doit mettre un texte, mais c'est intéressant de voir cet exemple sur l'aspect positif de la période, parce que si les gens viennent sur un site touristique, c'est pas pour aller sur BFM, quoi, pour faire simple. Mais voilà, et ça, je pense qu'on peut le simple et garder. direct. Enfin, ouais, bah voilà quoi. Hop, un autre On exemple, arrive, il faut s'adapter vas-y. très vite. On a parlé d'Airbnb tout à l'heure. Je pense que personne n'est passé à côté de l'actualité des licenciements, de l'annonce du licenciement d'un quart des effectifs et des difficultés économiques. On pourra gloser là-dessus, évidemment. Mais il n'empêche qu'avant avant de licencier les gens, ils les ont quand même beaucoup fait bosser pendant cette période. Eux aussi ont complètement mis à jour à la fois leur page d'accueil, mais leurs offres. C'est-à-dire qu'ils ont créé, on le voit ici, 3 nouvelles offres, les expériences en ligne, des séjours longue durée, qui était un truc qui était déjà dans les cartons depuis très longtemps, hein, mais qui sont sortis à cette occasion-là, et puis les apparts solidaires pour les personnels soignants. Donc, 3 nouvelles offres et les expériences en ligne. Donc, comme nous on fait là, et comme vous avez découvert pour beaucoup d'entre vous des web séminaires en Zoom, les fameuses expériences qu'ils vendaient sur Airbnb depuis maintenant 2 ans et demi, ils ont demandé à tous les fournisseurs, est-ce que vous pouvez procurer cette expérience à travers une visioconférence sur Zoom? Est-ce que vous en avez la capacité, l'outil technique et que votre expérience s'y prête? Et ben aujourd'hui, vous trouvez à peu près partout dans le monde ce type d'expérience qui est mise en avant et qui a été consommée a priori, hein, puisqu'on est allé voir quelques exemples avec Pierre. On se retrouve avec des expériences qui ont été lancées début avril et qui ont déjà plus de 200, 300 commentaires. Donc clairement, il y avait une demande. Ils ont trouvé le moyen d'y répondre. Après, pour finir sur Airbnb, vous avez peut-être vu Brian Chesky là, qui disait qu'ils allaient peut-être se recentrer sur l'idée de base, revenir à l'humain, enfin un truc qui nous rassure parce que ça va en plein dans le discours qu'on vous tient et qui s'est peut-être rendu compte qu'à force d'écouter les actionnaires pour faire plus de pognon et distribuer plus de dividendes, il avait peut-être mis de côté l'idée de base et le fait de virer un quart de ses employés les a peut-être fait un petit peu réfléchir sur ce qui était leur concept de base. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils déclarent pour l'instant. On va voir s'ils changent. Il y en a plein qui déclarent pouvoir changer. On va voir ce qu'ils font pour de vrai. Et puis un clin d'œil local. Vous avez été, ce qu'on dit, enfin, ce qu'on veut surtout pas dire, c'est les autres ont fait bien et vous rien. Non, on préfère aller faire de la veille un peu partout tant qu'à faire pour oxygéner le cerveau aussi. Mais on a bien aimé entre autres l'initiative d'Albi avec Albibac. C'est vrai que c'est des jeux de mots qu'on avait déjà aimé. On avait vu ça dans un hôtel il y a une paire d'années à Albi, mais avec cette rubrique qui est venue se mettre en premier. Donc, vous voyez, hein, l'agilité et la réactivité, avec tout un panel là de services du moment, du local, la conciergerie en ligne qui se met en place. Enfin voilà. Donc on voulait faire ce clin d'œil. C'est encore en ligne hein, pour aller regarder. Donc j'espère bien que justement cette rubrique va rester puis que ça devient une vraie utilité. Cette période, on l'espère, a vraiment mis en avant le fait que le local est une cible importante pour tout le monde. On se voile souvent la face à aller chercher le chinois, alors que, enfin, dans le service marketing, alors que dans la vraie vie sur le terrain, c'est celui qui est à côté de chez vous, qui consomme toute l'année, qui peut aussi faire vivre la destination. Donc, tant mieux si ça peut faire bouger les lignes dans ce sens-là, et ce clin d'œil était sympa. On a enlevé nos quelques slides parce qu'en une heure, c'était trop court, mais il y a une partie où on parlait pas mal de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion a vécu cette expérience avec les crises du chikungunya, avec les crises du requin. Et pour y être allé juste avant le confinement, on reparlait de ça justement. Oh putain, j'ai perdu, ni oui ni non. On reparlait de ça Oh, justement avec des prestataires locaux et qui nous disaient, mais nous avant, on mettait tout notre marketing, notamment sur les métropolitains. On avait commencé à toucher les Indiens, les Chinois, les Africains du Sud. Et avec cette crise-là, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on réoriente toute notre offre
vers le local. Et 2 ans après, la clientèle locale, les Réunionnais qui vivent sur l'île, représentaient 70% en fait du chiffre d'affaires des hôteliers et des prestataires d'activité. Parce qu'ils ont complètement réorienté leur marketing et leur offre. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une super demande locale qu'ils avaient totalement ignorée depuis des années et des années. Donc, ça va peut-être nous faire le même effet. Ça va peut-être pas du tout le faire. Encore une fois, on n'est pas devin et on ne va pas vous donner des recettes à venir et prédire l'avenir. Mais en tout cas, pour le moment qui nous concerne et qui peut durer encore quelques semaines, voire quelques mois, il y en a déjà qui sont passés par là et qui ont réussi le virage. L'exemple de la Réunion est vraiment fort là-dessus, hein, parce que l'idée fantasmée pour tout le monde, enfin surtout quand on a la chance de travailler là-bas, c'est le tourisme importé quelque part qui fait vivre l'économie. Sauf que le PIB touristique de la Réunion, il est fait de façon constante, il est fait à 60% par de la clientèle locale, quoi. Donc, juste réfléchir à ce chiffre et on pense que sur beaucoup de destinations, c'est comme ça, sauf qu'on ne le regarde pas en fait, et on n'ose pas parce qu'on fait comme tous les autres. Donc, tant mieux si cette période peut inviter à la réflexion aussi et garder pérenne des initiatives que vous avez pu mettre en place ou que vous êtes en train de mettre en place, et c'est chouette. Alors, la diapo sur Albi mettait en avant Hop. une conciergerie en ligne qui est mise en place là avec des visioconférences, des prises de rendez-vous. La conciergerie de destination, c'est effectivement un truc, nous, qu'on pousse depuis quelques temps et avec la petite illustration des concierges clés d'or qui viennent illustrer ça, ceux qu'on trouve dans les palaces et qui s'envoient les bons plans les uns aux autres, les clients les uns aux autres, parce qu'ils veulent avant tout trouver le bon service pour le client. Alors, il y en a beaucoup aujourd'hui qui essayent d'automatiser la relation client. Vous avez entendu parler d'intelligence artificielle, vous avez vu passer les chatbots, peut-être même certains d'entre vous se sont lancés sur ce type d'expérience. On a de plus en plus d'acteurs touristiques qui le font. Un des premiers en France était à l'époque Voyage SNCF, maintenant Oui SNCF, et son petit robot qui s'appelle WeBot, qui est accessible à la fois sur ordinateur, mais surtout sur smartphone. Bon, qui n'est pas encore totalement terminé. Je ne suis pas retourné très honnêtement. Cette capture d'écran date du Février, ah, mars. je me rappelle précisément, puisque c'était un petit peu avant. Et on voyait que là, sur un Toulouse-Bordeaux, on me disait de revenir un peu plus tard. Le robot n'était pas encore suffisamment développé pour me dire, le Toulouse-Bordeaux, comment tu vas pouvoir le faire. Bon, il y a encore des trucs qui cherchent à être améliorés. Et ça avance. Mais Pierre, lui, a testé Ouais. au même moment sur Best West. Autre illustration. Chatbot. Autre illustration avec Best Western, pareil, c'était en fait c'était notre dernière conférence de terrain avec le Crédit Agricole au mois de mars et avec plein de banquiers. Donc on peut partager ça aussi avec des banquiers, c'est chouette. Euh, et, euh, et cet exemple-là, c'était intéressant parce qu'il y avait un article de presse qui mettait en avant la stratégie de Best Western avec des gens qu'on connaît bien et qui sont vraiment hyper pro. iAdvice, qui est un leader européen aujourd'hui sur la relation en ligne, chat et pas que chat. Et donc, c'était intéressant, ça nous interpellait. On voyait que ça avait fait baisser le nombre d'emails et tout, mais on reste quand même interloqué par le test en vrai, en fait. Et l'automatisation de la relation, on ne va surtout pas vous la recommander en ce moment, parce que quand vous avez cet exemple-là, vous voyez ici, c'est un chatbot, donc j'ai fait le chatbot. Alors, ça ne remet pas en cause la solution techno, c'est juste que ce n'est pas adapté là. Là, je vais chercher un hébergement. Et ce truc n'a aucune âme, donc c'est que des messages préformatés. Et voilà à la fin ce qu'on me dit en 2020. En 2020, c'est juste pas acceptable de pouvoir faire une réponse comme ça, en fait. Donc ça, voilà, ça nous interpelle. En revanche, on retient l'idée de cette conciergerie de destination et nous, on est convaincus d'un truc, c'est qu'on est tous des bienvenuteurs. Un bienvenuteur, pour nous, c'est pas un conseiller en séjour avec ce terme qui est pas fun du tout. Un bienvenuteur, ça peut être quelqu'un dans la rue, mais un bienvenuteur, ça peut être un professionnel, un expert local, vous l'appelez comme vous voulez. Nous, c'est des gens, on est un peu des syndicalistes du conseiller en séjour. Derrière, ce qui nous attire et ce qui nous conforte là-dedans, c'est de voir des agences privées, des agences de voyage privées qui se sont souvenus de l'importance de l'humain. Et parce que, on parlait de la banque et du Crédit Agricole et d'autres, s'ils nous font intervenir, c'est pas pour rien, c'est que eux aussi sont vite partis sur de la banque en ligne, tanadi, tatata. Sauf que, on revient à cette expertise humaine. Et cette expertise humaine, vous allez la trouver dans un groupe Terre d'Aventure, Voyageurs du Monde, c'est le même groupe, mais il n'y a pas que.
qui le mettent à fond en avant. Si vous allez sur Terre d'Aventure, sur la première page, sur la page d'accueil, enfin, j'insiste vraiment pour tous ceux qui nous regardent là et regardez vos sites internet, on ne met pas assez en avant l'expertise humaine et encore plus dans ce contexte actuel, ça devrait être en premier avant les paysages de votre destination. Ici, dès la page d'accueil, vous voyez, vous avez un écran complet qui est dédié aux experts de Terre d'Aventure avec enfin, quand vous cliquez dessus, vous avez la biographie, une anecdote et tout ça. C'est pas. Souvenons-nous que les agences de voyage, elles ont failli crever du fait que les gens avaient l'impression de pouvoir bâtir leur propre séjour eux-mêmes en ligne à beaucoup moins cher. Et qu'à un moment, ce qui a permis à certaines de tirer leur épingle du jeu, bah, c'est justement de mettre en avant cette compétence humaine avec des gens qui connaissaient vraiment le pays et la destination. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur l'autre exemple que met en exergue Pierre, Voyageurs du Monde, où Ouais. les gens, avant ces gens-là qui sont sur le terrain, on avait leur numéro tout en bas du voucher et on vous disait si vous avez un problème, vous pouvez appeler notre agent sur place. En gros, c'est si tu perdais ton passeport, tes bagages ou si tu avais un gros pépin de santé, quoi. Aujourd'hui, chez Voyageurs du Monde, ils les appellent plus les agents de représentation sur place, c'est les concierges. C'est les concierges de destination et ils ne sont pas là uniquement quand vous avez un problème, ils sont là pour vous aider à bâtir votre séjour sur place et pour vous donner des conseils, des recommandations. Et là aussi, ils ne sont plus juste avec un petit numéro de téléphone en bas du voucher, ils sont avec des grandes photos, pleines pages, parce que là, vous voyez la copie d'écran, hein, c'est une page vraiment complète et avec des vrais portraits où leurs compétences, finalement, c'est ce qui va faire la différence par rapport à la concurrence. Alors c'est Pour vrai que répondre à cette notion de conciergerie, elle existe depuis un moment, quoi. Euh, et on vous invite vraiment à aller regarder ce que font les privés et à aller regarder ce réseau des Clés d'Or qui, enfin nous, on a la chance de pouvoir travailler avec eux. Sachez que l'école de concierge, enfin de concierge tout court, hein, enfin, Clé d'Or est un grade au-dessus, mais l'école de concierge, elle est à Toulouse et ce sont des concierges Clé d'Or qui donnent les cours. Je crois que c'est au lycée hôtelier. Hein. Et voilà, c'est juste pour info, c'est chez vous qu'est l'école de concierge en France. Et ça vaut le coup d'aller les regarder, je pense. juste pour répondre à David, David qui nous dit que les futurs chatbots avec IA seront plus efficients. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Hein. Pour l'instant, c'est facile de se moquer des quelques faux pas. La techno n'est pas encore hyper efficace comme elle devrait l'être. Simplement, on voudrait attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, on voit notamment passer des cahiers des charges pour des sites internet qui demandent à ce qu'il y ait de l'intelligence artificielle dedans, etc. Il y a quand même très peu d'acteurs aujourd'hui qui sont vraiment capables de maîtriser ce qu'on appelle réellement l'intelligence artificielle, qui est encore très faible. Hein, le mec français qui bossait là-dessus, qui a inventé Siri et qui est aujourd'hui directeur innovation chez Samsung, a écrit un bouquin là-dessus pour dire n'attendez pas une vraie intelligence artificielle avant quelques années, quelques paires d'années, voire une dizaine d'années. Ça va arriver, hein, mais pour l'instant, et après le moment qu'on vient de vivre, on pense vraiment que les gens n'ont pas envie de parler avec un robot, mais avec de vraies personnes. Alors c'est peut-être temporaire et ça va arriver, mais dans l'immédiat, le chatbot, je suis pas sûr que ça ait le vent en poupe, même si pour des questions basiques, ça peut aider à gagner du temps. Hein, et c'était l'objectif de Best Western notamment. Alors, pour nous, ces gens-là, vous, dans vos structures, je sais qu'il y a pas mal d'offices de tourisme ou de promoteurs de destination qui sont dedans, sont en première ligne. Et pour nous, on est convaincu que là, on parle de ça, de ces pépites locales. Et ce champ lexical, c'est vrai qu'il n'est pas trop intelligence artificielle, il est pragmatique, il est de terrain. Et l'idée est vraiment de valoriser cette notion de pépite locale. Et juste d'intégrer la notion qu'un conseiller en séjour, encore plus aujourd'hui, fait partie de ces pépites locales et qu'on doit valoriser les collaborateurs qui bossent pour un promoteur de destination où les gens vont choper le réflexe, encore plus on espère, d'aller vers eux dans un relationnel humanisé, subjectif et hyper local. Ces pépites locales, pourquoi on vous parle de ce champ lexical parce que c'est le nôtre, voilà, c'est subjectif aussi. Mais derrière ça, il s'est passé un truc il y a environ un an, un peu plus d'un an. C'est Facebook et TripAdvisor qui ont changé
leur wording, comme on dit, leur champ lexical. Et la notion d'avis client, en fait, a pas le vent en poupe. Et pourquoi? Parce qu'ils en ont marre de gérer les tirs qui se prennent sur les avis négatifs, les tirs qui se prennent vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des professionnels. Et vous avez Facebook qui a changé ce terme par recommandation. Et 15 jours plus tard, vous aviez TripAdvisor, vous voyez à droite, qui faisait la même chose, qui allait petit à petit basculer d'avis client vers la notion de recommandation. On a juste fait une petite matrice parce que, enfin, nous, on est convaincus d'un truc, c'est qu'au-delà de la recommandation, il y a ce truc-là. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, hein, parce qu'il commence à être galvaudé aussi, mais dans tous les cas, c'est le truc qu'on ne trouve pas encore assez dans les systèmes d'information touristique des promoteurs de destination. C'est la subjectivité absolue et multiple d'une population locale, que ce soit des acteurs pros ou que ce soit des habitants hyper fiers de vivre ici, qui peuvent nous partager leurs pépites à eux, leurs secrets à eux, leurs anecdotes. Et Ludo, je te laisse expliquer, c'est toi le pro des maths, donc on a fait une matrice hyper intelligente. Ouais, alors, nous, simplement, ce qu'on aime à dire, c'est que un avis client, ce qu'on trouve sur des plateformes, c'est effectivement un inconnu qui est passé peut-être probablement une fois ici, qui a mangé dans un restaurant, qui a eu une bonne ou mauvaise expérience, qui est dépendante de plein de facteurs. Le cuistot était malade, ou au contraire, il a fait super beau, il a pu manger sur la terrasse, il a passé un super moment. Mais bref, ça reste très subjectif et c'est lié à un moment. La recommandation, c'est normalement quelqu'un que je connais. Alors, sur Facebook et TripAdvisor, qui se veut être maintenant le réseau social du voyageur, c'est quelqu'un que je peux connaître parfois de très très loin. C'est parfois Pierre qui me dit, moi je suis déjà allé à Dijon et Facebook me dit, regarde Pierre, il est allé manger ici, ici et ici à Dijon et il a bien aimé a priori. Bon, je vais peut-être commencer à lui faire un peu confiance. Mais ensuite, j'ai celui qui vit ici, qui consomme toute l'année. C'est mes amis, c'est ma famille. Quand je vais chez eux, passer un week-end et qui me disent, tu vas voir, là, on va aller pique-niquer à tel endroit et puis après, on va aller visiter tel truc. Et quand je leur dis pourquoi, ils me disent parce que c'est le lieu où il faut être quand le soleil se couche avec sa petite bouteille de vin et son saucisson. Parce que on va rencontrer Gérard, qui est vraiment la tronche du coin et qui va te raconter comment il fait tel truc et tel truc. Et c'est les gens du coin qui le connaissent, c'est parce qu'ils y sont allés 20, 30, 40, 50 fois. Et qu'une fois, ils ont peut-être été déçus parce qu'il s'est passé un truc malheureux, mais que les 49 autres fois, c'était génial. Et c'est pour ça qu'ils nous emmènent ici. Et donc, ce secret du local, et on en a un petit exemple là, nous, on s'amuse avec les destinations à les recueillir auprès de gens qui vivent sur place, qui sont parfois des prestataires touristiques, parfois juste des gens qui sont amoureux de l'endroit où ils vivent et qui ont envie de le partager, qui le font déjà avec leurs proches et qui voudraient bien le faire de façon un peu plus importante. Et c'est pas seulement un commentaire, c'est pas seulement dire c'est bien, c'est beau, c'est bon, mais vous le voyez très généralement, on retrouve un prénom, on retrouve quelque chose qui est vraiment très très orienté, très typé, très subjectif. Mais je crois que de plus en plus, c'est ce qu'on attend d'une destination. Et nous, on est parti aussi à fond là-dessus parce qu'on en a marre quand on est en déplacement, ça nous arrive un peu souvent, d'être obligé de se réfugier sur TripAdvisor, Google ou Facebook pour trouver une adresse de resto. Ou de plus en plus, on a parfois une déception, ça colle pas vraiment à ce qu'on a lu, à ce qu'on a vu. Et qu'on pense que les gens du coin sont peut-être les plus qualifiés pour nous donner le bon conseil. On a la chance très souvent de bosser avec vous et de se retrouver avec de bons conseils de pros. Et on se dit que ça serait bien de pouvoir l'étendre finalement à tous les gens qui viennent dans votre destination. On avait un exemple, hein, une anecdote locale, Occitanie. Alors, Ludo, tu vas me reprendre, et je suis désolé pour lui, je ne sais jamais, c'est Adrien Aurélien, je crois que c'est Adrien. Ouais, bien joué. Ah, c'est bon. Adrien qui est dans le Cidobre, dans le Tarn. Et on avait travaillé à l'époque avec eux sur cette notion de conciergerie, de secrets locaux et tout ça. Et de voir Adrien c'est pas qu'il accrochait pas, mais il voyait pas forcément le principe. Et en même temps, il s'est fait piéger de façon hyper sympa parce que à midi, on a fait un break et il nous a amené dans un restaurant où là, son visage a changé quand il nous a partagé son anecdote. Et cette anecdote, elle n'est nulle part dans le système d'information touristique, elle n'est nulle part sur son site internet. C'est que dans ce restaurant, en fait, la femme de, je sais plus, on va dire Michel,
la femme de Michel, en fait, elle est libanaise et c'est juste barge parce que tous les jeudis, en fait, elle fait le meilleur taboulé libanais que vous pouvez, que vous aurez goûté. Et ce genre d'anecdote, c'est exactement ce qu'on cherche quand on part en vacances quelque part, quand on va chez des potes un week-end et que nos potes nous embarquent quelque part, c'est ce qu'ils vont nous partager. Et on est frustré parce qu'on ne trouve toujours pas ce niveau-là, ce granule dans l'information touristique institutionnelle. Et on est convaincu que le meilleur moyen de faire ça, bah, c'est clairement, c'est pas du web, hein, c'est clairement d'être sur le terrain, d'être le meilleur pote, enfin on insiste là-dessus, mais d'être le meilleur pote de nos pros et de nos habitants en fait. Et on voit bien qu'en ce moment, et on a vu hein, sur les réseaux sociaux la solidarité, l'échange hyper local qui a pu se faire derrière Facebook, derrière des outils comme ça. Je pense que ça nous prouve juste qu'on est là-dedans et qu'on peut continuer, et que les gens vont adorer être rassemblés loin des plafonds moches. Nous, c'est nos credos, hein, mais vas-y, Ludo. Ouais, je reviens juste du coup sur la première slide, la première diapo dont on parlait, qui était celle de cette fameuse plateforme qui viendrait concurrencer Airbnb et Oui. Booking. Euh, on pense que si on doit faire, entre guillemets, hein, un petit peu de populisme, de franco-français ou poujadisme, même certains diront, bah, c'est peut-être justement de dire que c'est pas normal que quand on vient sur un territoire, on est obligé d'aller sur des plateformes qui sont toutes exploitées outre-Atlantique, alors que sur place, quand on réunit 15-20 personnes et qu'on leur demande leur bon secret du coin, on a une matière qui est juste incroyable, quoi. Et ça fait peut-être partie justement des nouveaux métiers, cet animateur du local, de recueillir cette matière et de la mettre en valeur. Parce que croyez-moi, pour en avoir fait quelques-uns ensemble là sur de nombreux territoires, bah, nous on la voit cette matière, c'est pas la même. Et quand on revient sur place, on sait exactement où il faut aller manger, où il faut aller dormir et où est-ce qu'il faut aller visiter, quoi. Nous, ça fait 15 ans, peut-être même plus. Hein, merde, ça fait 20 ans. Hein. ça fait presque 20 ans hein, qu'on est. Moi, j'ai commencé à la chambre de commerce du Gers, hein, donc j'ai un petit bout de moi chez vous. Là. Mais ça fait 20 ans avec Ludo qu'on se croise, qu'on se côtoie et on a toujours les mêmes fondamentaux, c'est qu'on est des développeurs territoriaux avant tout en fait, et des provocateurs de rencontres. Et que oui, après on est venu mettre du numérique et du digital derrière ça. Derrière ces deux macarons là, super chuchoteurs et loin des plafonds moches, ça rassemble pour nous ce qu'on fait dans la vraie vie. Et on adore ça. C'est pas montrer des maquettes de sites web, c'est montrer des gueules, des faces, vous les appelez comme vous voulez, mais des gens qui sont rassemblés. Vous pouvez le faire vous-même. Hein, on n'est pas là pour. Enfin, c'est pas Pierre Bellemare qui fait son téléachat là. Mais rassembler les gens et demander-leur à eux leurs pépites. Et nous, on est convaincus que c'est la meilleure façon de faire du conseil éclairé, parce que la responsabilité sur vos épaules, mais elle sera sur les épaules d'un collectif local et c'est vachement plus compliqué pour un prestat qui pourrait mettre la pression sur un conseiller en séjour comme il sait le faire, d'aller voir et de dire attends tu m'as pas conseillé là, ou je suis pas en première page de votre site internet alors que j'ai payé ma cotisation. L'idée de travailler de cette manière, c'est vraiment de sortir du modèle tradit de je paye ma cotise, que je sois bon ou pas bon, tu m'affiches. Et en même temps, cette matière que vous allez collecter sur le terrain dans un loin à fond moche, ça peut être dans un château, ça peut être dans une arène. On fait un métier vraiment cool. Ça nous manque un peu là. Mais ce qui est chouette, c'est que bah, on a pu aussi se réinventer avec cette période. Et là, bah, on vous présente l'équipe de l'Office de tourisme. Enfin, je vois leur tronche, moi je suis mort de rire, mais je sais pourquoi. Mais on a réinventé notre boulot aussi, et je pense qu'on vous le partage pour que vous puissiez le faire aussi si vous le souhaitez. Quoi. C'est, nous, on fait des ateliers, alors Zoom, on fait des ateliers de chuchotage à distance et c'est bluffant de voir ce que les gens produisent. Là, on avait 17 personnes. C'est l'Office de tourisme de Langue Atlantique Sud, pour faire plus simple, Cap-Breton, Osgore. Vous voyez, c'est vachement plus pertinent. Et, euh, et ces gens-là, en fait, en 1 heure et demie, ils étaient 17. Ils ont partagé plus d'une centaine de secrets, non pas de conseillers en séjour, mais de gens qui vivent là. Et on l'a d'abord testé avec eux comme ça, mais vous pouvez le faire avec des locaux engagés, avec des professionnels. On est convaincu de cette animation de terrain quoi, qui change la donne. Et comme vous le voyez sur l'illustration, même quand on est en ligne, on peut se prendre des bons moments de fun et de fou rire. On vous avouera quand même qu'il manque le petit apéro qui suit derrière avec les produits locaux. Et ça, c'est clair que chacun de son côté derrière son ordinateur, c'est beaucoup moins drôle. Mais bon, ça permet de faire le job quand même et de bâtir du contenu.
même si notre vrai métier à nous, c'est quand même barbecuteur, quoi, très clairement. Voilà, nous, on a décidé d'inventer nos métiers, hein, et celui qu'on adore, c'est celui-là, parce que quand on rassemble des gens, qu'on les fait bosser, qui voient la pertinence du truc, que ça sera utile pour vous, et qu'à la fin, ça se finit comme ça, pour nous, on a passé un moment parfait. C'est qu'il y a à la fois du pro et du fun. Ici, ce sont que des captures d'écran de gens avec qui on a la chance de bosser. Et vous comprenez mon embonpoint. Ludo, ça va, lui, il a de la chance. Mais on fait un dur métier, mais il est vraiment chouette. Et de voir que ici, vous voyez, on est dans des arènes avec Sabrina qui sert du secret de Tursan. Donc, le vin est parfait. Et de l'autre côté, là, on est au Québec. Ça marche partout, en fait. Dès qu'on rassemble des gens, ici, vous avez 80 citoyens de Shawinigan, qui sont même pas des pros du tourisme, qui ont juste adoré passer un moment ensemble dans une microbrasserie, non pas dans une salle de réunion avec des néons, et visiblement, on les a pas payés pour qu'ils aient le sourire, quoi. Et derrière ça, pour conclure, on est super bon en timing, Ludo. On est à 1h02. Ouais, je pensais qu'on déborderait bien plus. Ouais, j'espère que Pierre pourra le mentionner. Juste pour conclure, on est convaincu d'un truc fois 300%. C'est qu'il devrait y avoir une accroche quasiment générale, non pas un hashtag, hein, mais cette accroche-là. On est convaincu que les gens viennent chercher ça quand ils viennent contrer. Quand je dis on, hein, c'est nous promoteurs de destination, mais c'est nous acteurs touristiques locaux, c'est nous commerçants. Moi, je suis lorrain, j'ai la chance de vivre dans le Sud-Ouest. Je réalise peut-être encore mieux la chance qu'on a de vivre ici. Et on peut le dire partout. Enfin, voilà. Moi, en Lorraine, il y a des gens qui toute l'année attendent de pouvoir descendre dans notre région. Faut juste se rappeler ça. On a la chance de vivre ici toute l'année. Vous pouvez nous faire confiance. Et le nous faire confiance, c'est nous professionnels, mais c'est surtout nous, en tant que citoyens, qui consommons toute l'année et qui avons nos petits secrets à nous. On ne les partage pas tous, c'est normal, mais on est super contents et fiers de pouvoir partager ça, non pas avec des touristes, mais avec des gens qui viennent vivre un moment de leur vie et peut-être créer des souvenirs sur notre destination. Et je crois qu'on a conclu. C'est en gros ce qu'on voulait vous partager en une petite heure. On espère que ça vous a plu. Je vois que Joël Nogier a levé la main. Alors, je ne sais pas si c'est tout récent ou ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps. Ah, d'accord. Désolé, Joël. Je dois être fatigué d'avoir la main en l'air. Tout en même temps, là, ouais. Écoutez, merci. Alors, super timing. Je pensais que ça durerait plus longtemps. T'as eu peur, hein? Non, mais merci. Alors, si certains d'entre vous ont raté des morceaux de cet échange, de cette causerie du zinc, ce sera dans quelques jours, peut-être même d'ici la fin de la journée, sur le site pro du CRT, pro.tourisme-occitanie.com. Vous retrouverez aussi le programme des prochains webinaires, avec notamment un qui se tient demain dans la série de nos webinaires Tête chercheuse. Tête chercheuse, c'est une série de webinaires que nous faisons avec des universitaires de la région qui, au-delà de la conjoncture qu'on traverse, interrogent sur les grandes mutations du tourisme pour les années à venir. Et donc demain, justement, ça tombe bien parce que ça a été en partie un des thèmes évoqués pendant cette causerie. Demain, c'est consacré au tourisme et à la valorisation des ressources agricoles et alimentaires. Voilà. Merci Pierre, merci Ludovic. Avec plaisir. Nous, tout ce qu'on espère, c'est vous avoir redonné un peu la banane et puis que vous repartiez avec le smile. Tu sais, c'était un des éléments que je me disais en vous regardant, c'est que la banane, je la voyais derrière toi, mais je l'avais aussi souvent sur le visage. Super. C'est cool. Merci. Et merci pour vos retours en commentaire. C'est sympa. Merci à tous et à bientôt. À bientôt, soit à l'occasion d'un prochain webinaire, soit c'est dans la vraie vie. C'est mieux, c'est la vraie vie, c'est mieux qu'à travers les écrans. Parfait. C'est clair. Bye, bonne journée.